Mesdames, Messieurs, merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. Très très heureuse avec Thierry Vacher, notre directeur général, de vous accueillir aujourd'hui dans un contexte, vous savez, qui est tout particulier, où on n'a plus beaucoup de moments de rencontre à juste titre, mais c'est important pour nous. Alors on est un leader français du courtage en assurance des biens et des personnes. On est 3000 collaborateurs, on est dans 40 pays. Mais ça a beaucoup de sens pour nous de vous accueillir et tous les travaux qu'on mène aussi avec le collectif, puisque l'intuition de Thierry Vachier depuis maintenant plusieurs années a été de développer du conseil en ressources humaines à travers cette mission à la base de courtage en assurance des personnes et des biens. Pourquoi ? Parce qu'on défend tout simplement une idée d'une protection sociale augmentée, où il n'y a pas juste la prévoyance, la santé et la retraite, il y a mon employabilité, il y a ma santé au travail, et tous ces éléments-là, pour nous, c'est ce que nous défendons aujourd'hui auprès de nos clients entreprises, et c'est surtout ce qui nous porte pour nous différencier des grands courtiers aujourd'hui de culture, on va dire, anglo-saxonne. Donc on veut définir ce que c'est que le courtage aussi à l'européenne, avec une fibre forte. Et donc nos convictions et nos partis pris, c'est qu'il ne faut pas opposer la performance sociale et la performance économique, bien au contraire, que dans toutes nos pratiques de conseil en ressources humaines, ce que nous développons en termes de méthode, c'est vraiment aussi la co-construction des réponses avec les salariés, quels qu'ils soient, au sein de l'entreprise. Et donc, c'est ce qui nous anime. Et donc, bien évidemment, dans un monde du travail qui bouge beaucoup, on voit bien que la protection sociale doit aussi évoluer. Et donc, ces instants de réflexion, de recherche, de rencontre avec des mondes qui ne sont pas le monde soit du business, soit le monde du conseil en général, qui nous permet d'élargir. C'est ce que nous avons porté aussi lorsque tu as créé, Thierry, il y a maintenant 2 ans, le S2H Institute, qui est porté par Michael Beribi, qui est un économiste, et qui vise à faire rencontrer le monde des universitaires, le monde des chercheurs, avec le monde de l'entreprise. Nous avons mené une grande enquête avec Jérôme Fourquet de l'IFOP, 2 grandes enquêtes en 2020, sur les attentes des salariés au moment du premier confinement et puis après le second confinement. Avec des fortes disparités entre les femmes et les hommes, et ça nous permet aussi de porter un peu nos convictions aussi sociétales aussi, et d'aiguiller les DRH des entreprises, les CEO des entreprises aussi, d'élargir les horizons et d'apporter aussi cette matière-là qui nous semble extrêmement importante. On pense que les entreprises qui vont réussir sont celles aussi qui sont en capacité de s'arrêter un peu, de réfléchir sur le plus long terme, parce qu'on sait que dans le business, ça va extrêmement vite, mais leur donner matière à réfléchir. Donc c'est tout naturellement que nous sommes particulièrement heureux d'accueillir votre conversation, votre causerie. Moi-même, j'ai fait une causerie avec Sacha et Muriel. Je remercie Muriel et Sacha et toute l'équipe d'avoir été à nos côtés. Et donc, c'est tout naturellement parce que quelque part, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'un être humain. C'est aussi, dans notre sens, qui est de préserver le capital humain. Donc, avant de préserver le capital humain, il faut bien définir ce qu'est un être humain. Et je pense que c'est important de nourrir nos réflexions avec votre présence aujourd'hui. Donc, un grand merci. Alors, je pense qu'on arrive maintenant au point de bascule de cette causerie, de cette conversation, où c'est le moment de faire un tour de table de fin, où on a échangé, chacun a donné son point de vue, on a échangé, on a débattu. Et ce qu'on aimerait bien, c'est vous redonner la parole à chacun pour que vous nous disiez vraiment de manière très rapide, en quelques mots, compte tenu de ce que vous avez dit au début et de ce que vous avez entendu, pour vous maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un être humain ? J'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes, certaines dont j'étais consciente, d'autres certainement moins. Il y a une question dont vous avez parlé, c'est le temps, et je n'ai pas pu intervenir à ce moment-là, et puis après on est passé à autre chose, mais j'aimerais revenir un peu sur la notion de temps, parce qu'en fait, en astronomie, le temps, c'est aussi très important. Et on a une manière de travailler qui est un petit peu particulière, puisque nous travaillons par rapport au temps de retour en arrière. C'est-à-dire que si nous regardons le Soleil, nous recevons la lumière du Soleil telle qu'elle était, en fait, telle qu'elle a été émise 8 minutes avant, puisqu'il a fallu 8 minutes à la lumière du Soleil pour nous parvenir. Quand nous observons une étoile qui est à quelques années-lumière de nous, et ça, ce sont vraiment les étoiles les plus proches de nous, eh bien, ça veut dire qu'en fait, nous voyons les étoiles telles qu'elles étaient il y a 4 ans. Je dis 4 parce que l'étoile la plus proche de nous est à 4 années-lumière.
Et nous ne la voyons pas telle qu'elle est maintenant, puisque c'est impossible. Et lorsque nous observons des galaxies qui sont à des millions d'années-lumière, eh bien, nous observons les galaxies telles qu'elles étaient il y a des millions d'années. Et on ne peut pas faire autrement. Donc, on a une relation au temps qui est complètement différente et complètement dilatée. Alors, on n'y pense pas forcément tout le temps, mais c'est quelque chose, je pense, qu'un animal n'arriverait pas à conceptualiser. Donc je suis jusqu'à un certain point dans l'évolution, enfin le peu de différence entre l'homme et l'animal, mais je pense qu'il y a fondamentalement quand même des questions que l'animal ne doit pas se poser. Ça m'étonnerait beaucoup. Et le robot encore moins, évidemment. Donc l'être humain, finalement, est un animal conscient du continuum temporel dans lequel il est, par exemple. Je peux dire ça comme ça, par exemple. C'est une des définitions. En nous écoutons, là, ensemble, j'ai envie de revenir au fond. C'est l'homme, peut-être c'est le lien qu'il a, bien entendu, avec son environnement, mais le lien qu'il a avec les autres, sans aucun doute. L'impression qu'on a en tout cas, c'est que ce lien, il a tendance dans son histoire à vouloir l'améliorer toujours de plus en plus. Ça nous interpelle souvent. Est-ce qu'il l'améliore dans le bon sens? Et c'est ça un petit peu qui nous questionne, non? Quand on regarde un petit peu par rapport à le choix qu'il a fait dans la façon de se nourrir dans l'agriculture, quand on voit la façon qu'il se nourrit avec les autres animaux, quand on voit les villes que l'on construit avec ce niveau de pollution, etc. C'est vrai qu'on est très, très interpellé de la réponse qu'il donne à ces liens. Puis je ne parle même pas des liens entre nous, dans nos sociétés, comment on vit ensemble, etc. Donc voilà la question que je me pose avec celle-là, et puis peut-être aussi cette tendance à vouloir donner une réponse telle que vous l'avez, qui ne l'est pas, peut-être aussi. Donc c'est un petit peu ce genre, moi je repars un petit peu avec ce genre de questions. Voilà. Donc un être de lien. Okay. Alors, puisque donc on termine sur les deux dimensions, l'espace et le temps, être de lien, rappelons-nous que religarer, la religion, c'est le lien à l'autre. Espèce animale cherchant la transcendance, c'est évident puisque, comme je l'ai dit, si on doit revenir sur la base du temps, il y a trois présents, comme nous disait saint Augustin, et le présent du passé, c'est-à-dire un animal qui va, dans son comportement, tenir compte des expériences. Son expérience, mais aussi l'expérience collective. On enterre les morts parce que, voilà, des Néandertals, on prend conscience que celui qu'on a mis dans la terre, il va continuer. Donc c'est la notion du temps. Le temps où je suis capable d'être dans le présent. Le monde du présent, c'est le monde des animaux. Mais l'idée que je puisse me faire référer et collectivement à un passé et que je me mette sur un axe du temps avec un projet, le sens dont on a parlé, l'idée que je vais absorber avec mon cerveau de l'incertitude, me rassurer parce que je ne suis pas seul, que je vais m'appuyer, quand je n'ai pas la réponse, je m'appuie sur les autres. Donc cette notion d'une grande appétence au collectif, pour moi, caractérise l'espèce humaine dans l'idée que le collectif est encore aussi là illimité. Je n'ai pas, juste parce que ça fait partie de mes congénères, je partage mes gènes, non, je suis aspécifique dans la relation à l'autre. Le rapport à l'autre que je cherche à établir, il va se faire quand même sur la base de partage des normes, partage des valeurs. L'autre et moi, dans mon cerveau fusionnent, le je et le tu fusionnent en un nous, mais pour ça, il faut, pour qu'il y ait peut-être cette transcendance du nous confondu avec un jeu, il faut qu'il y ait un partage des valeurs. Il faut qu'il y ait une magie, une illusion dans mon cerveau qui fasse que le tu, je confonds avec moi et je vais fusionner avec lui. C'est pour ça que donc cette idée de bienveillance, je vais le faire, mais avec le partage. Enfin, il y a des prérequis, et notamment les normes, l'identité de l'autre, que je peux prendre comme étant la mienne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Donc un être social aussi, donc quelque part, qui crée du sens par les liens avec ses congénères. Et donc, Laurence, qu'est-ce que serait qu'un être humain ? Alors, l'être humain, pour moi, il a une grande chance d'être vulnérable, d'être toujours en besoin de réactivité. En gros, on n'est plus dans la jungle en train d'essayer de survivre, mais quand même un peu.
Et j'espère que ces atouts, en fait, hein, qui sont les réactions innées ou l'intuition, vont nous permettre d'élaborer, en fait, en face de ces machines, qui sont tout sauf cela, mais qui, si je regarde un petit peu ce que vous avez dit, socialement vont être là pour combler l'isolement. Donc ce sont des robots sociaux ou des Google Home, des agents artificiels qui, si vous avez une dépression, seront là pour vous rassurer. On remarque ça quand on fait des expériences. Un robot, juste parce qu'il vous suit des yeux, impacte le fait qu'il fait attention à vous. Il a une présence, on anthropomorphise ces objets en leur prêtant des capacités de l'empathie qu'ils n'ont absolument pas. Donc là, nous sommes des animaux sociaux, mais dangereusement manipulables. Alors, on a cette force d'adaptation, de compréhension du sens commun. On a une histoire fulgurante qui est dans nos gènes aussi. Et j'espère que tout cela sera suffisant pour trouver une solution pour bien vivre et utiliser au mieux ces machines. Donc un être vulnérable et intuitif. Je dirais que l'être humain, c'est un être capable de questionner, de se remettre en question, parce qu'il a cette possibilité de mettre de la distance, donc de l'espace entre lui et le monde. C'est un être capable d'une pensée éthique, et là on retrouve le questionnement, qui est en tension vers le sens. Et c'est un être libre, conscient et responsable. Moi j'ai noté qu'on faisait sans arrêt l'aller-retour entre le fini et l'infini. On a parlé beaucoup d'axes. Moi, je trouve qu'il y avait ces deux dimensions aussi. L'infini avec l'infini qui nous entoure et dont on a conscience, l'infini de possibilités, l'infini de bactéries presque, l'infini de rencontres, l'infini de data, l'infini des discussions, même des discussions qui peuvent être sans fin. Et puis l'idée qu'on est fini, alors on n'est pas tout à fait fini à la naissance, on l'a bien compris tout à l'heure, mais on est quand même globalement a priori fini, on a conscience d'une fin aussi, on a une enveloppe qui nous limite, on n'est pas comme ces machines ou ces réseaux de neurones dont on parle et ces réseaux qui font le tour de la planète, on a quelque part, on est bloqué dans cette enveloppe, et donc je trouve que l'humain finalement l'être humain, c'est celui qui est capable de passer sans arrêt de ces deux dimensions et de jouer avec ces deux idées de l'infini et du fini. Voilà. Et je compléterais pour dire qu'effectivement, il fait ça en tissant des liens, parce que je pense que vraiment, il y a ça qui a parcouru toutes les discussions. Moi, je terminerai par une autre citation que j'adore, qui est celle de Chardin, Teilhard de Chardin, qui dit qu'un être humain, c'est un être spirituel qui a une expérience humaine. Voilà. Et donc je conclurai là-dessus, sur cette notion de transcendance qu'on a effleurée et qui quand même fait partie de ce que l'on est, il me semble. Merci beaucoup. Merci.